Réveille ton bise, tin tin tin. Réveille ton bise. Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute. Salut William. Salut Justine. Comment tu vas ? Ça va super et toi? J'espère que tu as la forme. Mais de ouf, je suis en pleine forme, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui dans le podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation, vraiment. Merci à toi de m'avoir invité, c'est avec un grand plaisir et c'est un honneur aussi d'être là. C'est ta première interview podcast ? C'est ma toute première interview podcast. Wow. Ça va être mon baptême du feu avec toi. Yes, je suis sympa, tu verras, tout va bien se passer. Je ne doute pas. Sans plus attendre, peux-tu te présenter s'il te plaît ? Alors, donc moi je m'appelle William, j'ai 35 ans, je suis coach de développement personnel et concrètement, mon travail, ça consiste à aider les gens, les humains à accomplir leurs rêves. Et pour ça, donc, j'utilise des méthodologies qui sont basées essentiellement sur les neurosciences cognitives. Et donc, j'utilise des méthodologies aussi qui vont utiliser la psychologie, la sociologie et notamment la productivité pour gagner du temps autant qu'on puisse. En parlant de productivité, c'était exactement la question que je voulais te poser. Pourquoi avoir choisi du coup cette thématique quand même de la productivité, mais aussi la mise en place, le changement des habitudes ? Pourquoi ce choix ? Alors en fait, moi j'ai commencé à mettre le nez là-dedans il y a déjà maintenant plus de 5 ans. Et en fait, j'ai toujours été obsédé par la question de temps. Et ce qui fait que moi, je garde toujours en tête que malheureusement, ça peut se terminer le plus vite possible. Et donc forcément, ce qu'il faut réussir à faire, c'est à optimiser le temps qu'on a à sa disposition et surtout pas le gâcher en se consacrant à des choses qui sont pas forcément les plus importantes pour soi. Et donc pour ça, forcément, la productivité est utile parce que moi, j'aime pas spécialement ce terme de productivité parce que ça dénote plus l'idée d'essayer de produire le plus possible au quotidien. En moins de temps. Mais vraiment, voilà, c'est ça. Mais plus dans l'idée d'optimiser en fait le temps pour faire ce qui a vraiment le plus d'importance pour soi en fait. Ok. Et comment est-ce qu'on peut savoir ce qu'il y a de plus important pour soi afin de mettre en place les bonnes choses pour soi et avancer dans cette bonne direction pour soi ? Alors moi, il y a un terme que je garde vraiment comme un mantra et vraiment une obsession au quotidien, c'est la clarté en fait. L'idée, c'est toujours de garder en tête, en effet, ce qui a le plus d'importance. Et pour ça, on peut s'intéresser notamment à ses valeurs, parce que ça, c'est quelque chose qui est propre à soi. Et si on fait au quotidien ce qui va correspondre à ses propres valeurs, forcément, on va aller dans le bon sens. Après, ça demande toujours une certaine mise à jour. Et c'est pour ça, justement, que j'essaye de garder ça en tête systématiquement et que moi, j'ai des process que je répète sur des périodes données, notamment trimestrielles, pour être sûr de toujours être aligné par rapport à ce qui a toujours le plus d'importance et surtout d'essayer de faire en sorte que ça soit bien les choses qui sont importantes pour soi et non pas pour les autres. Ok. Quand on parle de choses importantes pour soi, est-ce qu'on parle uniquement pro ou uniquement perso ou les deux sont liés ? Alors souvent, les deux sont liés parce que rarement on va choisir un travail juste parce qu'il faut un revenu à la fin du mois et qu'il faut payer ses factures. Souvent, on va s'orienter sur quelque chose quand même qui soit fait écho à la manière dont on a été éduqué, la manière dont on a eu nos expériences depuis qu'on est tout petit, par exemple, soit par rapport à quelque chose qui a vraiment du sens pour soi. Et ce qui fait que souvent, les deux vont se mélanger. Et le plus utile là-dedans, c'est-à-dire l'idée pour avoir le meilleur épanouissement possible, souvent, c'est qu'on ait un job, par exemple, qui va correspondre
à vraiment ce qui nous fait vibrer en fait au quotidien. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver de l'importance dans les deux. Et surtout, on s'aperçoit notamment avec la crise Covid que la notion de sens dans le travail a de plus en plus d'importance pour les gens et qu'on on arrive souvent à un moment où si on fait trop longtemps quelque chose qui vraiment a pas de sens au quotidien, on va se poser des questions et c'est là où on va essayer de se reconvertir, par exemple. Tout à fait. J'aimerais aussi souligner que des fois, il est possible d'accepter un job ou même une mission quand on est entrepreneur ou freelance qui ne correspond pas forcément avec ce qu'on souhaite faire, mais qui peut-être nourrissent à un endroit qui correspond aux valeurs ou qui nous permettent d'atteindre un objectif. Des fois, on peut accepter une mission ou un contrat ou un job parce qu'on se dit, bon, j'ai besoin de ça pour acheter ma maison. Et parce que je sais que cette maison-là va pouvoir contribuer à mon bonheur aussi. Il peut y arriver des moments où, des fois, on n'est pas en phase avec le job, avec le contrat, avec le client, mais ça nourrit à un autre endroit pour qu'on puisse tenir quand même. Ouais. Alors, en fait, il y a la notion d'équilibre qui est hyper importante parce qu'il y a une notion que moi, j'explique dans le cadre de coaching, c'est la notion des sphères de vie. C'est-à-dire que au quotidien, donc on a toutes nos activités et notamment quand on va prendre une nouvelle mission, pour prendre l'exemple d'un freelance, par exemple, en effet, ça va être pour payer les factures, mais si on veut payer les factures, c'est pour respecter la notion de sécurité et notamment la sécurité de sa famille, par exemple. Donc, ça veut dire que dans ce cadre-là où moi, je vais accepter ma mission, peut-être que c'est surtout parce que je veux que ma sphère familiale elle soit justement à une note la plus élevée possible parce que c'est quelque chose qui a le plus d'importance pour moi. Et comme je le disais, peut-être que ça fait partie de mes valeurs fondamentales. Après, l'idée, c'est d'identifier les sphères qu'il y a dans son quotidien et de réussir à toujours avoir une certaine forme d'équilibre entre tout, même si, clairement, au quotidien, c'est jamais le cas. Il faut réussir à l'équilibrer vraiment sur le long terme, on va dire. C'est vrai que pendant des années, et surtout, en fait, depuis que je suis entrepreneur, donc 5 ans, j'ai été beaucoup à la recherche de cet équilibre vie pro, vie perso. Et en fait, cet équilibre-là est juste une utopie, finalement, parce que ce n'est jamais égal à égal comme une balance que tu trouves sur lequel tu pèses tes pâtes et ta farine. Il y a des moments où il y a un déséquilibre. Et c'est justement qu'on prend conscience que tout n'est pas linéaire et que c'est jamais vraiment tout le temps équilibré, que là, on peut se foutre la paix, se lâcher la grappe et dire, OK, donc là, j'ai besoin, pour je ne sais quelle raison aujourd'hui, d'être plus dans le business, plus dans mon travail, ou à l'inverse, plus avec mes enfants, plus avec ma famille, plus dans mon bien-être, etc. Parce que j'ai besoin de ça maintenant. Ça ne veut pas dire que j'abandonne tout, mais du coup, l'équilibre, il est plus équitable, mais ça fait quand même partie d'un équilibre vie pro et perso. Comment est-ce que toi, tu expliques ça et comment est-ce qu'on peut vivre avec cette idée de en fait, il n'y a pas d'équilibre, il y a juste un fonctionnement et de l'adaptabilité. Ouh, mot contre triple. Alors, en fait, sur le principe, déjà, de base, c'est d'aller identifier justement ces sphères de vie pour se dire que dans ma vie, j'ai pas forcément les mêmes domaines que mon voisin. Je prends mon exemple à moi, par exemple. Moi, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant. Donc forcément, j'ai pas besoin d'accorder du temps en fait sur la famille. Ce qu'il y a en fait, c'est que l'idée, comme tu l'as dit toi-même, en fait, c'est qu'il y aura jamais un équilibre parfait. Il faut se dire, par exemple, j'ai mes 5 sphères de vie, par exemple, et il y a une période durant laquelle où il va falloir que je sois à 100% focalisé sur le professionnel, par exemple. Si je lance mon entreprise, oui, ça va être là que je vais accorder le plus de mon temps. Et il faut être conscient que le temps qu'on va accorder par rapport à cette sphère-là, c'est du temps qu'on n'accordera pas à une autre, parce que de toute façon, le temps, on ne peut pas le décupler. Donc, à un moment donné, il faut savoir faire des choix. Et si on est conscient de ça, je ne vais pas dire que ça facilite les choses, mais en tout cas, ça permet de moins se flageller en fait, au quotidien, en fait, réellement.
Après, c'est jamais simple et c'est pour ça que moi, j'ai un système, encore une fois, qui permet de faire un bilan. Là, c'est un bilan hebdomadaire pour le coup, Mhm. en me disant, cette semaine, j'ai été 100% focus sur le boulot, sur les potes, par exemple. Et ben, la semaine prochaine, j'ai envie de consacrer plus de temps à ma santé, par exemple, et Mhm. moins de temps avec les potes à sortir un petit peu plus, en fait. Mhm. Revenons au mot productivité. Quelle est ta définition à toi de la productivité? Alors, ma définition, je dirais que c'est l'idée d'utiliser au mieux la ressource la plus importante qui est le temps. Mhm. Et ça revient toujours à ça, parce que dans la productivité, on peut mettre la gestion de tâches, on peut mettre la gestion de l'énergie, la gestion de la motivation. Mhm. Mais tout ça, en fait, ça va revenir au fait d'utiliser le temps qui est à sa disposition et de savoir ce qu'on va en faire. Parce que chacun va commencer sa semaine de la même manière. On va avoir 168 heures du lundi matin jusqu'au dimanche soir. Et après, l'idée, c'est de savoir ce qu'on va en faire concrètement. Et la productivité, pour moi, c'est vraiment ça. Comme je le disais, c'est pas dans l'idée de produire le plus de contenu, par exemple, sur l'ensemble de la semaine. Mhm. C'est de savoir comment je vais organiser ces 168 heures pour, d'une part, que ça aille vraiment dans le sens de mes valeurs, dans le respect de mes sphères de vie, Mhm. mais aussi que ça crée pas de la nocivité, parce que le problème souvent qu'on peut avoir lié à la productivité, c'est de se dire j'en fais pas assez. Et en fait, ce qu'il faut par rapport à ça, c'est toujours se poser la question de à quel moment j'estime que j'ai atteint l'objectif que je me fixais. Mhm. Parce que s'il n'y a pas de choses qui est définie en amont, forcément, on a l'impression qu'on n'arrivera jamais au bout, en fait. Mhm. Quand on sait qu'on a 168 heures, donc du lundi matin au dimanche soir, enfin du lundi au dimanche, euh, comment est-ce qu'on peut se rendre compte de là où on passe notre temps et là où va notre énergie? Alors, pour ça, il y a le tracking qui fonctionne très bien. Notamment le tracking par rapport à une activité. Il y a des applications qui le font très bien d'ailleurs, Mhm. où l'idée c'est qu'à chaque fois que je vais commencer une activité différente, je vais déclencher en fait un timer par rapport à cette activité-là. Je fais le tracking sur l'ensemble de la semaine et à la fin de la semaine, ça me permet de voir là où j'investis mon temps au quotidien et puis au niveau hebdomadaire, et après de faire un parallèle avec ce que je voulais vraiment. C'est-à-dire Mhm. que quand je vais faire mon tracking, si je m'aperçois que j'ai consacré, je sais pas, 30% par exemple euh, à une mission de développement de communauté, par exemple, pour prendre l'exemple des entrepreneurs, et que au final, ça devrait être ma priorité numéro une, et donc je devrais par exemple y consacrer 50% de ma semaine, là, ça veut dire qu'il y a un décalage de ce côté-là. Donc, il y a des applications qui le permettent très bien. Et moi, il y a une application que je suis absolument fan qui s'appelle Notion et qui permet là d'aller établir justement des bases de données et de voir sur le long terme en fait ce qui se passe et de rester comme ça, d'avoir toujours la notion de clarté sur ces données-là. Donc ça veut dire que par exemple, on pourrait utiliser, moi tu vois, j'utilise donc l'application Toggle et j'utilise aussi Notion, mais ça veut dire qu'on Mhm, pourrait mettre en place donc Toggle et donc de timer chacune des activités en fait que l'on fait du mhm, lundi au dimanche, que ce soit le pro et le perso, quitte à dire à Toggle, bah en fait je me time aussi quand je suis en train de faire du ménage ou du jardinage, des choses en mhm, fait qui remplissent le quotidien. Et ensuite, on met ça en place donc sur le Notion, comme ça on se rend compte de ce qui s'est passé cette semaine-là quand j'ai tout mhm. timé et on compare Ouais, avec ce que j'aurais en fait souhaité passer comme c'est ça. semaine au niveau du temps. OK. C'est ça, exactement. Toggle, c'est pas celle que j'utilise, mais je sais qu'il y a des applications comme ça que tu peux connecter directement à Notion OK. avec un système d'automatisation, ce qui permet en fait d'aller remonter en fait les données directement sur Mmh. Notion. Et puis après, avec l'efficacité de Notion, on peut s'établir des bilans comme ça, quasi instantanés, quoi. OK. Quand j'ai mis en place la première fois Toggle, c'était plutôt pour timer le temps que je passais sur une mission client parce que j'étais payée à l'heure. Et puis je me suis rendu compte qu'en timant, inconsciemment quand même, j'étais vachement plus focus sur le truc. Donc je me suis mis à vraiment tout timer. Et ensuite je me suis dit: «Bon, ça sert à quoi de timer si en fait c'est juste pour être plus focus? Ça n'a pas de sens». Donc ensuite je Mhm. me suis dit: «Mais là, tu as toutes les informations de où est-ce que passe ton temps
et par conséquent Mmh. ton énergie. Et donc si tu penses ne pas réussir à développer quelque chose, vérifie si tu y as passé le temps nécessaire. Et c'est comme ça, en Mmh. fait, que j'ai, implémenté Toggle et maintenant ça fait 4 ans et là, à l'heure où je te parle, on est sur Toggle, enregistrement podcast et quand je passerai en montage, ce sera Toggle montage podcast. Je time tout. Maintenant, on va arriver aussi sur les habitudes, mais maintenant, ce que je ne time plus, c'est les temps bien-être, lecture, sport. Mmh. Parce que je OK. sais que je suis pas régulière déjà de base et donc du coup, quand j'y vais, je time pas et au moins ça passe à trave. OK. Bah, c'est vrai que de ce côté, je pense qu'on a tous un petit peu cette tendance-là à se dire, bah, je sais que je le fais pas, je respecte pas les engagements, donc Mmh, je vais pas forcément timer. Alors que justement, c'est dans ces moments-là où c'est le plus utile ouais, parce que complètement. bah, le fait de traquer, de timer, etc., c'est juste là en fait pour nous donner de la donnée et Mmh. pouvoir analyser derrière et surtout voir les dysfonctionnements. Moi, j'ai un système de tracking au quotidien pour tout ce qui se passe dans ma vie, que ce soit les habitudes, les pensées, etc. Il y a vraiment absolument tout dedans. Et en fait, c'est justement au moment où tu vois, il y a des trucs qui se passent moins bien dans ma Mmh. vie, par exemple, et je comprends pas trop ce qui se passe. Bah, je suis un peu comme toi, j'ai pas envie forcément D'aller de le voir quoi. faire Mmh. parce que ouais, tu te dis ouais, c'est Mmh. un mauvais moment à passer. Et puis clairement, j'ai pas envie de me focaliser sur ce qui est pénible parce que bah, notre cerveau, malheureusement, il est comme ça. Il Mmh. aime bien ce qui est cool, mais ce qui est pas cool, il veut pas en même temps de parler. Et en fait, je m'aperçois systématiquement quand je vais faire mes visions mensuelles notamment que bah, c'est ce que j'ai noté à ce moment-là, en fait, qui me donne les données les plus utiles et qui me permettent de prendre les meilleures décisions, en fait, réellement. Mmh. C'est comme ça qu'on va, sans transition, arriver sur ta formation gratuite. Alors, elle s'appelle Infinite ou Infini? Infinite? Alors ça, chacun voit comme il veut. Moi, je le prononce infini. Et du coup, cette formation gratuite que tu proposes depuis peu de temps a pour promesse Mhm. de métamorphoser son quotidien en moins de 30 jours. Est-ce que tu peux nous en C'est parler? En exactement quoi ça. ça consiste? Parce que c'est merveilleux comme promesse. Alors en fait, c'est une méthodologie qui permet d'implanter une nouvelle habitude en moins de 30 jours et Mmh. c'est une formation que j'ai créée maintenant, mais c'est une méthode que j'utilise depuis maintenant bientôt 3 ans et qui a été perfectionnée. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier gros socle en fait que j'ai mis en place au moment où j'ai commencé vraiment à implanter des habitudes au quotidien et Mmh. notamment au moment où j'ai pris l'habitude de me lever entre 5 heures et 6 heures du matin alors que je me levais 2 heures plus tard à l'époque. Et en fait, cette méthode, je l'ai perfectionnée au fil du temps parce que les habitudes, depuis ce moment-là, font partie vraiment de mon quotidien. Mmh. Et au fur et à mesure, forcément, étant donné que j'étudie la psychologie et les neurosciences tous les jours, il y a des choses qui sont venues se greffer. Et Mmh. du coup, j'ai perfectionné tout ça. Et l'idée de cette méthode, c'est de se baser sur le fait de rendre une habitude la plus simple et donc la moins contraignante possible, et surtout qu'elle devienne addictive le plus vite possible. Et donc, dans cette formation-là, j'explique justement la notion d'addiction, où on s'intéresse notamment au fonctionnement de la nicotine. Mmh. Et derrière, il y a une méthode donc, qui est déroulée en 5 jours, donc c'est-à-dire un mail par jour pendant 5 jours, Mmh. et qui permet à terme d'avoir donc, la méthode maîtrisée, on a l'habitude qui est créée, et il y a aussi un système de tracking justement sur Notion qui est livré avec la formation pour avoir tout en main. OK. Alors moi, ma question, c'est pourquoi c'est si dur de changer ses habitudes et d'en implémenter des nouvelles? Alors souvent, on s'aperçoit que c'est l'environnement qui peut beaucoup jouer là-dessus. On va prendre un exemple. Si j'ai l'habitude de grignoter, si je vois le paquet sur la table, ça va déclencher le désir et derrière l'action. Et derrière, c'est ce qui finit par mettre en place une mauvaise habitude. Mmh. Après ça, on peut l'utiliser des deux manières. De se dire, bah, OK, ça c'est une mauvaise habitude que j'ai. Je veux pas que ça vienne se déclencher dès que je vois ça. Je vire tout ce qu'il y a qui pourrait me rappeler cette habitude-là. Et si je veux mettre une nouvelle habitude, pour le coup, on peut utiliser ce déclencheur pour ça. Il faut savoir que sur l'habitude,
il y a une boucle qui se fait en 4 étapes systématiquement. La première, c'est le déclencheur. Donc, ça peut être un déclencheur visuel comme le paquet de gâteaux sur la table. Ensuite, ça va être le désir. La troisième étape, ça va être l'action que je vais mettre en place pour combler le désir. Par exemple, pour l'exemple du paquet de gâteaux, c'est le fait que ça me donne faim. Donc, l'action que je vais faire, ça va être de prendre des gâteaux dedans. Et la dernière étape, c'est celle-là qui est la plus importante, c'est la récompense. En gros, c'est ce qui va donner l'indication au cerveau que quand je fais cette action-là, ça déclenche en fait une notion de plaisir au cerveau. Et alors là, dès que ça s'est enclenché, le système d'habitude va se mettre en place beaucoup plus rapidement. Et c'est pour ça justement que l'addiction à la cigarette est aussi rapide et aussi efficace, parce que la nicotine va déclencher le système de dopamine qui est le neurotransmetteur de la récompense et du plaisir. Et donc forcément, ça se met en place tout de suite. J'ai aussi constaté que souvent, quand on veut changer une habitude, on n'en change pas une, on essaye de tout changer. C'est le cas aussi des nouvelles résolutions, du nouvel an, tout ça. On veut littéralement changer sa vie. Et en fait, on tient 2 jours parce qu'on a tellement tout bousculé qu'il n'y a plus du tout de notion de plaisir. Tout devient contraignant et obligation et culpabilisation et échec. C'est ça. J'en ai fait je ne sais combien de fois les frais. C'est pour ça que cette année, mon vrai objectif, je veux dire, l'habitude que j'ai voulu implanter et qui me fait du bien et que je ne brusque pas, c'est celle de lire 12 livres dans l'année. À moi de me tenir à mon quart d'heure de lecture le matin et à mon quart d'heure de lecture l'après-midi. Si je ne tiens pas le matin parce que je me réveille en retard, je ne sais quoi, je sais que j'ai un quart d'heure de crédit qu'il va falloir que, en gros, je rembourse sur cet engagement-là. Et donc, du coup, ça va être une demi-heure d'un coup ou le soir ou je ne sais quoi. Ouais. Et en même temps, j'étais en train de me dire, au moment où j'ai voulu recommencer à lire, tu vas faire du vélo, tu vas te lever plus tôt comme ça. Donc, t'écoutes déjà un livre audio pendant que tu fais ton vélo. Ensuite, bim, tu vas dehors, tu bois ton thé, tu prends pas ton téléphone. Ensuite, tu remontes, tu fais ton quart d'heure de lecture, tu vois ton petit... Et là, ça a commencé à devenir un plan d'attaque digne de l'armée du bien-être et du mindset. Ouais. Et au final, j'ai gardé uniquement mon quart d'heure de lecture. Et je vais faire mon journaling une fois par semaine parce que j'ai envie que ça arrive le lundi et ça me fait du bien que ce soit le lundi. Mais effectivement, quand on veut changer quelque chose, on n'est pas fichu de changer une seule chose à la fois pour nous faire du bien. On veut tout révolutionner. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Pourquoi on veut tout chambouler comme ça? Alors en fait, ça, il y a une histoire comme ça qui me vient en écoutant ce que tu dis. On appelle ça l'effet Diderot, en fait. Okay. Le principe de Diderot, concrètement, c'est que, alors on connaît Diderot par rapport à tout ce qu'il a écrit et tout ce et puis l'idée que voilà, il gagnait relativement bien sa vie. Il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas en fait, et que au moment où il voulait marier sa fille, en fait, il était justement, on va pas dire en banqueroute, mais clairement, il n'avait pas assez d'argent en fait pour payer la dot pour sa fille. Okay. Et à cette époque-là, donc il écrivait un bouquin, alors j'ai plus le nom en tête, mais qui a été vraiment apprécié par une duchesse. Et concrètement, ce qu'elle a voulu, c'est acheter l'ensemble de la bibliothèque de tout ce que lui avait écrit, ce qui lui a permis du coup d'avoir une somme d'argent largement assez conséquente pour payer la dot de sa fille, mais aussi pour s'acheter en fait un nouveau mobilier en fait chez lui. Okay. Sauf que quand il a acheté ça, on est tombé sur quelque chose qui était différent de ce qu'il avait chez lui. Et donc à partir de là, il avait l'argent pour pouvoir changer. Donc il a commencé à changer un autre meuble et un autre et un autre. Parce que petit à petit, en fait, il s'apercevait que tout ce qui était autour, qui correspondait pas à ce qui lui plaisait le plus, en fait, ça fonctionnait vraiment comme un voyant lumineux et il avait absolument besoin de le changer. Et donc, le principe avec les habitudes, il a un peu le même. Parce que si on commence à vouloir faire un changement dans sa vie, on va mettre en place une nouvelle habitude, c'est parce qu'on est convaincu que derrière, ça va provoquer un changement significatif, que c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous. Donc, on va être focalisé là-dessus. Par contre, ça va mettre en relief le fait que tout ce qui est autour, ça correspond pas à ça et ça va créer ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Donc, on va avoir besoin de changer ce qui va pas et ce qui est pas conforme au reste, en fait. Mais
quand on se rend compte que le reste ne résonne plus juste et n'est pas conforme avec ce qu'on est en train de mettre en place, j'imagine que tu es quand même en train de nous déconseiller de tout vouloir changer tout de suite. Oui. C'est pas forcément simple Mmh. parce que on a envie absolument de tout changer comme ça. Mais le problème souvent quand on veut changer une habitude, c'est que on va se heurter en fait, à la notion de volonté. C'est-à-dire que si on veut vraiment tout changer comme ça du jour au lendemain, on va justement forcément avoir besoin de creuser dans la volonté, sauf si justement on a mis en place tout un système autour qui évite d'avoir à s'en servir. Mais il faut savoir que la volonté, c'est pas quelque chose qui est infini. Ça fonctionne vraiment un peu comme un réservoir. Donc, c'est-à-dire Mmh. que plus on va piocher dedans, plus ça va m'énuiser, et va venir un moment où de toute façon, ça sera à sec. Et ce qui fait que ça va commencer par aujourd'hui, je vais pas faire cette habitude-là, et puis demain, bah, peut-être que ça va continuer. Et en fait, c'est comme ça que va s'enclencher à nouveau la boucle et qui va annuler les efforts en fait réellement. Donc ça voudrait dire que si on doit attendre un petit peu Mmh. pour éviter justement, cette énorme baisse de jauge de volonté et donc, du coup, d'arrêter au fur et à mesure, de laisser tomber et de totalement abandonner cette nouvelle habitude, il faudrait, comme ta formation en ligne est pour la mise en place d'une habitude sous 30 jours, il faudra attendre 30 jours, en fait, à chaque fois pour intégrer une nouveauté, une habitude, un changement significatif dans sa vie? Non, en fait, c'est juste que la notion de 30 jours en fait que j'ai mis en place sur la méthode, Mmh. c'est une notion en fait qui est indicative. C'est-à-dire que il faut pas forcément 30 jours pour aller changer une habitude et il faut pas attendre 30 jours pour être sûr que mon habitude va se mettre en place. Mmh. En fait, il faut savoir que cette durée d'implémentation, elle est différente chez chacun. Il y a une étude qui a été faite comme ça pour démonter le mythe de l'habitude développée en 21 jours. Mmh. Et en fait, ce qui a été prouvé, c'est qu'il faut en moyenne 66 jours OK. pour qu'une habitude se mette en place. Mais c'est une moyenne, en fait, parce que ce qui a été prouvé dans l'étude, c'est qu'il y a la personne qui a mis le moins de temps, je crois que ça devait être 18 jours pour le mettre en place, et le plus long, ça devait être 180 jours, je crois, quelque chose OK. comme ça. Et en fait, la seule notion qu'il faut garder en tête, c'est juste qu'il va y avoir 3 phases qu'on va suivre, en fait, au moment de l'implémentation de l'habitude. Il y a la première phase qui est vraiment, je l'appelle la phase du monde des bisounours. C'est-à-dire, on va commencer l'habitude, tout a l'air tout beau, tout rose, tout simple. Mmh. On a envie que d'une chose, c'est de faire l'habitude. Et après, on va arriver à la deuxième phase, qui, elle, est un peu la phase de la veille de la mort. C'est là, concrètement, où C'est dur. là, ouais, c'est vraiment le plus. Là, on n'a pas envie d'y être. Clairement, on est vraiment en plein désert. Il n'y a rien qui va. Parce qu'en fait, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que la volonté, on en a beaucoup moins. Mmh. On va voir juste le côté contraignant de l'habitude, et encore plus si on n'a pas fait en sorte de faciliter le réflexe de cette habitude-là. Et surtout, on commence à remettre en cause le pourquoi on a choisi Mmh. de faire cette habitude-là. Et souvent, en fait, si on arrête cette habitude-là, c'est souvent parce que c'est une habitude qu'on a choisi de mettre en place presque par obligation, parce qu'on se dit qu'il faudrait Mmh. que Que je ça fasse fait ça, bien par que ouais, exemple. ouais. Mmh. Ouais, c'est un peu les habitudes CV. Voilà. Mmh. On se dit, OK, ça serait cool que je le fasse. Par exemple, ça serait cool que j'arrive à courir 3 fois dans la semaine. Ça serait cool que j'arrête de fumer, des choses comme ça. Je dis pas que c'est des mauvaises habitudes, je dis juste qu'il faut que ça vienne vraiment intérieurement et qu'on y trouve vraiment une raison profonde, parce que sinon, quand on arrive sur cette phase-là, ça va forcément flancher à un moment ou à un autre. Il suffit que la fatigue vienne s'en mêler, et alors là, pour le coup, le réservoir de volonté, il va être épuisé en une Mmh. seule fois, et on va arrêter. Et à partir du moment où on arrête l'habitude, si on le fait une fois, mais qu'on reprend le lendemain, moi je le conseille justement, parce que s'il y a un jour où vraiment c'est dur, faut pas insister, il faut se dire, OK, aujourd'hui ça veut pas, je refais ça demain. Par contre, il faut éviter de le faire 2 fois de suite, parce que c'est là où vraiment les mécanismes vont se mettre en route. OK. Et si on arrive à dépasser du coup cette phase-là, qui est la plus longue malheureusement sur l'implémentation, on va arriver sur la dernière phase où concrètement
le réflexe d'habitude s'est mis en place, c'est-à-dire que l'action qu'on a à faire pour déclencher l'habitude n'est plus consciente, mais elle est passée sur le subconscient, c'est-à-dire c'est notre cerveau vraiment autopilote qui drive les choses et que ça va se faire tout seul. Mais après, ces durées-là, la durée de chacune des phases, malheureusement, comme j'ai dit, elle est différente chez chacun. Donc, il faut se dire que peut-être ça peut être plus long que 30 jours. Okay. Mais souvent, en tout cas, moi, ce que je constate, c'est que si on applique cette méthode-là en faisant plaisir au cerveau, avec ce système d'addiction notamment, ça prend moins de 30 jours pour que ça puisse se mettre en place. Oui, c'est ça, c'est vraiment avoir cette notion de plaisir et de ne pas faire pour faire sous la contrainte et la douleur, quoi. C'est ça. Il faut toujours vraiment donner un système de récompense au cerveau, en plus du fait d'avoir fait l'habitude, en fait. Parce que souvent, ça ne va pas suffire pour que ça s'implémente vraiment sur le long terme, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a une différence entre une bonne et une mauvaise habitude ? Alors en fait, la notion de bonne ou mauvaise habitude, elle est différente chez chacun. On peut avoir une habitude chez moi qui va être une bonne habitude et une mauvaise habitude pour moi qui va potentiellement être positive pour quelqu'un d'autre. Après, on a toujours ces habitudes hyper nocives comme le fait de fumer par exemple, qui, on le sait très bien, ça apportera jamais du positif dans sa vie. Mais après, à côté de ça, en fait, moi, je considère qu'une bonne habitude pour quelqu'un, c'est l'habitude en fait qu'on a vraiment choisi intentionnellement parce que on sait ça va dans le sens de ce qui a le plus d'importance pour soi, dans le sens de ses valeurs, et surtout que c'est une habitude en fait qui va nous aider à avancer plus vite. Parce que vraiment, le principe d'une habitude, c'est fait pour ça. C'est fait pour qu'on avance mieux, plus vite, avec moins de contraintes. Et c'est pour ça justement que le cerveau aime les habitudes et qu'il les met en place, parce qu'à partir du moment où je vais commencer à faire quelque chose de manière récurrente par habitude, le cerveau va consommer beaucoup moins d'énergie et donc forcément, il va être hyper content de la pratiquer. Mais l'idée, c'est toujours pareil, c'est d'avancer mieux et plus vite. Comment est-ce que je pourrais bannir cette mauvaise habitude de ma vie ? Alors en fait, ça, il faut faire le point par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur les sphères de vie et les valeurs. Parce que en fait, aujourd'hui, si toi, tu estimes que si tu fais ça au quotidien, que c'est devenu une habitude, il faut se poser la question pourquoi en fait c'est devenu une habitude. Parce que si ça s'est implanté, c'est qu'il y a un moment, soit il y a une contrainte qui n'était pas là et qui a rendu les choses beaucoup plus simples à mettre en place, soit parce qu'il y a eu un système de récompense, c'est-à-dire que tu as eu du plaisir en fait à pratiquer cette habitude-là. Et ce qu'il faut réfléchir, c'est est-ce que vraiment c'est une mauvaise habitude parce que ça t'empêche d'avancer vers ce qui est pour toi important? Peut-être pas. Et c'est à ça qu'il faut réfléchir. Parce que réellement, le fait de ne pas sortir, ça peut paraître en effet une mauvaise habitude. C'est même conseillé pour ne serait-ce qu'avoir un petit peu de vitamine D à profusion. Mais après, peut-être que la sphère business, par exemple, elle a plus d'importance que pour toi que la sphère santé, sortir, etc., quoi. Et ça, en fait, c'est pas forcément un mal. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que les bonnes et mauvaises habitudes, ça dépend de chacun. Ça va dépendre de qu'est-ce qui est le plus important justement dans ta vie à toi. Et puis en soi, il faut juste décider des habitudes à mettre en place pour aller dans ce sens-là en fait. Ok, merci pour cette réponse super complète qui m'apporte des pistes, des réflexions à creuser. Je voulais quand même te poser une question. Alors là, c'est un petit point productivité, mais est-ce que le mode slow est compatible avec la productivité ? Alors, en soi, moi, j'ai une notion sur la productivité qui peut se rapprocher. En fait, pour expliquer un petit peu le principe de la productivité au quotidien, moi, j'ai une liste de tâches qui est une liste à rallonge, mais je le vois vraiment comme une boîte. C'est-à-dire que dès que j'ai une idée de tâche, que j'ai quelque chose que je veux ajouter dans un projet, des choses que j'aurai à faire comme ça, j'ai ce que j'appelle une inbox, c'est-à-dire je vais ajouter ça dedans. J'ai un widget, par exemple, sur mon iPhone où
j'appuie dessus, je note le truc, hop, c'est sorti de ma tête. Donc, ce qui fait que si on regarde ma to-do réelle, ça ferait peur à n'importe qui. Okay. Voilà. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'après, sur la journée de productivité, je vais aller sélectionner ce qui, pour moi, a vraiment le plus d'importance. Il y a des choses forcément que je planifie à des jours donnés parce qu'il n'y a pas le choix, mais ça, c'est même pas dans ma to-do, c'est dans mon agenda. Okay. C'est-à-dire, c'est par exemple, tu vois, pour l'interview tous les deux, c'est dans mon agenda parce que c'est un truc où je suis impliqué avec quelqu'un d'autre, par exemple. Okay. Et pour le fonctionnement de ma to-do, concrètement, ce que je vais faire, toutes les semaines, en fait, je vais définir globalement ce que je dois faire sur l'ensemble de la semaine, mais surtout, chaque jour, en fait, je vais me dire, OK, aujourd'hui, quelle est la tâche qui a vraiment le plus d'impact sur mes projets. Par exemple, je sais pas, si je dois créer une formation, que je suis au tout début de la création, je vais réfléchir, par exemple, aux questions auxquelles il faut vraiment que je réponde dans cette formation-là. Et ça, c'est la seule chose que je dois faire aujourd'hui. C'est-à-dire que si je dois me coucher ce soir, ça, c'est fait. Le reste, peu importe. Et en fait, ce principe-là, ça se rapproche du coup un petit peu de la notion de slow, mais ça ne m'empêche pas derrière d'aller m'attaquer à d'autres tâches en plus. Si par exemple, je prends l'exemple des recherches de questions, ça, c'est pas forcément quelque chose qui va me prendre beaucoup de temps. Mais en fait, l'idée, c'est toujours de garder en tête cette notion de clarté parce que je sais que je connais les objectifs que je vais atteindre en fin d'année, je connais les objectifs trimestriels. Et donc là, l'idée de cette journée, c'est de me poser la question, quelle est l'action que je peux sélectionner aujourd'hui et auquel je vais vraiment accorder tout mon temps, mon intention, ma concentration pour avancer le plus vite possible. Ça rejoint un petit peu une loi de productivité qui s'appelle la loi de Pareto, où on dit concrètement que 20% des actions vont produire 80% des résultats. Et ben, voilà. Et ben, cette priorisation-là rejoint justement la loi de Pareto. Ok. J'ai entendu là-dedans la méthode ZTD avec Leanbox. Oui. Ok. Et donc, pour la définition des tâches prioritaires, j'imagine que du coup, tu utilises Eisenhower? Pas vraiment? Pas exactement. Ok. En fait, sur la notion de priorisation, en fait, moi, je définis des objectifs trimestriels et dedans, des projets qui permettent d'aller avancer vers ces objectifs trimestriels-là. Et en fait, ce qui fait ma notion de priorisation, justement, elle va dépendre des projets qui ont le plus d'importance. C'est-à-dire que tous les mois, je vais définir un projet qui est que j'appelle un projet 80%, donc c'est-à-dire vraiment les 80% de résultats. Et c'est ça, en fait, qui forcément va être dans la tâche que j'aurai absolument à faire le jour donné. Et une fois que j'ai terminé ce projet 80%, là, j'ai des projets 20% et je m'attaque à ceux-là après, en fait. Mais après, il y a forcément une notion d'urgence quand même que tu intègres au quotidien parce que, par exemple, moi, j'utilise donc Notion pour cette partie-là. Et donc, c'est filtré en fonction des deadlines. Parce que si, en gros, j'ai une deadline qui est dans 5 jours, par exemple, et qu'il faut absolument que j'ai fait cette tâche-là après ces 5 jours, en respectant cette deadline-là, ça va être mis automatiquement aussi dans la to-do du jour. Ok. Et aujourd'hui, donc, tu accompagnes les humains, les humaines, les entrepreneurs, peu importe? Ouais. Ok. Peu importe. Ok. Tous ceux qui veulent accomplir leur rêve. Humaine. Ok. Exactement. Et du coup, à mieux définir leur essentiel, leurs priorités, à suivre en fait leurs rêves, leurs objectifs, rêver du coup, et à mettre en place les bonnes actions, les bonnes choses pour les atteindre. Ouais, c'est ça. En fait, l'idée, c'est vraiment... moi, je partage en fait ce que j'ai découvert moi-même. C'est-à-dire que moi, j'ai lancé mon activité là en fin d'année, mais ça correspond à un projet qui datait de 1 an en arrière, en fait. Okay. Et tout ce que je mets en avant par rapport à la clarté, etc., moi, c'est ce qui a vraiment changé ma vie, en fait, au moment où j'ai décidé de me lancer dans ce projet de reconversion. Et donc, ce que j'aide les gens à découvrir, c'est déjà à se connaître soi-même. Parce que forcément, si on ne se connaît pas soi-même, qu'on ne sait pas exactement ce qu'on pourrait vouloir et
pour rejoindre un petit peu le sujet des valeurs, par exemple, ça va être compliqué de pouvoir avancer. Et moi, je sais que ce qui a créé vraiment des déclencheurs, c'est au moment où j'ai compris réellement la manière dont je fonctionnais vraiment de manière optimale. Et donc, ce que j'aide les gens, c'est à comprendre qui ils sont, comprendre vers où ils veulent aller, donc à définir un peu un point B, et après à mettre en place donc, des méthodologies pour avancer le plus vite possible vers ce point B. Mais ce que je partage aussi sur les coachings, c'est la notion d'obstacle. Moi, je suis quelqu'un qui est fasciné par la philosophie stoïque, par exemple. Et dedans, ce qui est défini, c'est ça, c'est de garder en tête que le départ, c'est-à-dire le point d'origine, et là où il faut vraiment faire attention, c'est la clarté de qui on est, de clarté où on va, mais qu'il faut garder en tête que la carte a beau être définie le mieux possible, ça n'empêchera pas qu'il y ait un pneu qui va crever. Et donc à partir de là, il faut être capable de gérer donc, les émotions par rapport à ça, mais aussi de distinguer ce qui est contrôlable de ce qui n'est pas contrôlable, parce que souvent, même systématiquement, une anxiété, elle va se déclencher parce qu'on va essayer de changer quelque chose qu'on ne peut pas changer parce que ce n'est pas dans notre zone de contrôle, en fait. Ok. On approche tout doucement de la fin et je vais te poser ma question signature, la question que j'adore poser. Donc, tu y as droit, toi aussi. Accroche-toi bien. Ouais, je suis accroché. Vas-y. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose ? Une question que tu ne m'as pas posée. Pourquoi j'en suis venu à l'entrepreneuriat, par exemple? Eh bien, je te laisse répondre à cette merveilleuse question. Alors, en fait, moi, je pars du principe que déjà, l'esprit d'entrepreneur, on l'a ou on l'a pas. Voilà, c'est quelque chose qui ne s'invente pas, clairement. Et que quelqu'un qui a envie de ça, il l'a en fait depuis qu'il est tout gamin. Et moi, ça a toujours été un peu le cas. Moi, j'ai toujours eu cette envie d'indépendance et surtout de pouvoir faire bouger les choses réellement. J'ai toujours voulu créer comme ça un espèce de mouvement ou en tout cas quelque chose qui puisse aider dans une moindre mesure en tout cas les personnes qui puissent graviter autour de moi. Et en fait, moi, j'ai bossé jusqu'à lancer mon entreprise. J'ai été salarié, j'ai bossé notamment des dizaines d'années dans un groupe bancaire français. Okay. Et en fait, je suis arrivé à un moment où je me rendais compte que j'ai ce besoin-là de changer les choses. Il était vraiment brûlant, sauf que tu étais dans une structure où, clairement, l'indépendance, tu ne l'avais pas. Et moi, j'ai vraiment besoin de ça. J'avais besoin justement d'avoir une liberté totale de mes actes, de ma façon de penser et de la manière d'amener mes projets. Et à la base, je me destinais pas forcément à devenir entrepreneur quand j'ai commencé en tout cas à travailler sur ce projet-là. J'avais plus dans l'optique en fait d'ouvrir un cabinet de psychologie. Okay. Et tu vois, on parlait de ce qui est contrôlable, incontrôlable. Je me suis inscrit, j'ai voulu m'inscrire en université de psychologie justement l'année dernière. Et il se trouve que ma candidature n'a pas été retenue. Et là, en fait, du coup, quelque chose qui est incontrôlable. Et la seule chose que moi, je pouvais faire, c'était de décider la manière dont j'allais réagir à ça. Et du coup, instinctivement, je me suis dit, aujourd'hui, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était quoi? C'était de continuer de professionnaliser un petit peu le travail que je faisais sur les recherches en psychologie, ce que je peux faire au quotidien. Et ce que je voulais derrière, c'était pouvoir aider et accompagner des gens dans leur épanouissement, ce que je pouvais faire justement encore mieux avec l'entrepreneuriat. Et puis, c'est comme ça que le projet est venu au monde. Trop bien. Et du coup, ça a fait une petite année que tu es vraiment lancé? Alors, réellement, le projet, il a commencé à naître quand j'étais en Espagne, donc c'était au mois de juillet l'année dernière.
Et réellement, ça s'est lancé là en fin d'année, le temps que je crée mon site et qu'on s'intéresse à tout ce qui est paperasse, études, etc. Donc, c'est vraiment lancé depuis décembre 2021. Super. Et le site internet devient ton putain de héros. C'est bien ça? C'est ça, c'est exactement ça. C'est méga canon. Moi, je kiffe. Ouais, je suis très fan de ce nom. Je le reconnais là-dessus, franchement, j'adore. Et ça a été un gros travail, ce truc-là. Mais je suis très content justement d'en être venu là. Non, mais tout est très beau. Et moi, ça fait, je crois que j'ai commencé à te suivre quand tu étais en Espagne, justement. Et j'ai toujours apprécié la valeur que tu donnes, que tu partages, notamment déjà sur Instagram, parce que ton site est arrivé bien après. Et ce bleu, ce blanc, ce nom hyper impactant, un nom qui est fort avec des couleurs douces. Je trouve que c'est hyper tranché. Ça me parle en tout cas. Et donc, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, parce que tout ça me parle et j'aime beaucoup. Voilà. Eh ben, je te remercie, ça fait plaisir. Tu reviens quand tu veux. La porte est grande ouverte. Le plus tôt possible, j'ai envie de te dire. C'est parfait, ça me va. Merci beaucoup, William. Et puis du coup, à très vite. Merci à toi. À très vite. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Arma avec 2 A ou par mail à l'adresse hello@justinarma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveille ton bise sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Ciao!